Je n'ai jamais oublié ce matin, où j'ai compris qu'on pouvait mourir sans que personne ne vous voie partir. C'était en 1964, à Limoges, dans une petite maison en pierre qui tremblait chaque fois qu'un camion passait sur la route. Avant que je continue, dites-moi d'où vous écoutez cette histoire. Peut-être qu'ensemble, on arrivera à briser un peu ce silence. J'avais 13 ans, et ma vie se résumait à des gestes minuscules. Mettre la table pour mes 2 frères et notre cousin adopté. Faire semblant de rire quand il me bousculait. Attendre que la nuit tombe pour prier que personne ne pousse ma porte. Ma mère cousait jusqu'à l'aube chez la voisine. Mon père conduisait son camion des jours entiers. Et moi, j'apprenais à disparaître dans les recoins. Les voisins disaient qu'on était une famille honnête. Personne n'imaginait que, derrière les rideaux tirés, je devenais une chose qu'on pouvait saisir, contraindre, blesser, sans que personne ne s'en mêle. Chaque soir, j'écoutais le tic-tac de l'horloge en comptant les minutes avant que quelqu'un se glisse dans ma chambre. C'était devenu normal, comme si ma peur n'avait plus d'importance. Parfois, je me demandais si je n'existais vraiment que dans le reflet de leurs yeux, si ma voix comptait pour quelque chose. Mais j'étais trop jeune pour comprendre que le silence est une maladie, une fièvre qui vous mange jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Je me souviens encore du jour exact. C'était un jeudi, juste avant la tombée de la nuit. La lumière filtrait entre les rideaux, dessinant des ombres sur le parquet. Je rangeais quelques livres quand j'ai senti une main se refermer sur mon poignet. Antoine, mon frère aîné, me regardait avec ce faux sourire qui m'a glacée. Il a dit que ce n'était qu'un jeu. Mais dans sa voix, il n'y avait rien d'innocent. Je n'ai pas eu le temps de reculer. La porte s'est ouverte derrière lui. Joseph et Robert venaient tôt de rentrer de l'école. Ils ont posé leur cartable, surpris de me voir coincée là, incapable de bouger. Antoine les a regardés sans rien dire. Et comme si c'était une permission silencieuse, Joseph a avancé à son tour. Robert, mon cousin adopté, lui, a hésité. Il avait les yeux pleins de gêne, mais il a fini par attraper mon autre bras. Je crois que c'est ce moment qui m'a brisé plus que tout le reste. Quand Antoine a enfin lâché mon poignet, la trace rouge est restée. Joseph a reculé en ricanant. Robert a baissé les yeux, comme s'il regrettait déjà. Mais aucun n'a bougé pour m'aider. Antoine s'est approché, si près que j'ai senti son souffle contre ma joue. Il m'a dit que si je parlais, personne ne me croirait. « On est 3 contre toi. Tu passeras pour une folle. » Puis ils sont partis comme s'il ne s'était rien passé. Je suis restée seule dans le silence, les bras engourdis et le cœur battant si fort que je n'arrivais plus à respirer. Ce soir-là, j'ai compris qu'il n'y aurait plus d'endroit sûr, et que le pire n'était pas la douleur, mais la certitude qu'ils pouvaient tout faire sans craindre aucune conséquence. Après ce soir-là, tout est devenu plus simple pour eux, comme si cette première fois leur avait donné la permission de recommencer. Au début, c'était Antoine qui décidait, puis Joseph a pris sa place, plus brutal, plus pressé d'effacer ma résistance. Robert, lui, restait toujours un peu en retrait, mais il finissait toujours par faire ce qu'on attendait de lui. Je ne saurais pas dire combien de fois c'est arrivé, seulement que le temps s'est mis à se confondre, comme si chaque jour se répétait à l'infini. Je m'étais mise à compter les marques sur mes bras, à surveiller les bleus qui apparaissaient sans que je sache quand. La nuit, je restais éveillée, guettant le moindre craquement de plancher. Quand la poignée tournait, je fermais les yeux. Je me disais qu'en disparaissant dans ma tête, je pourrais au moins garder une part de moi intacte. Mais chaque matin, je sentais que cette part se rétrécissait un peu plus. Ils avaient inventé des codes, des phrases banales qui signifiaient qu'il fallait que je me taise. « Tu veux jouer ? Tu sais ce qu'on attend. » C'était devenu une langue qu'on ne parlait qu'entre ces murs. Et plus personne ne venait jamais vérifier si je souriais pour de vrai. Même les voisins s'étaient habitués à mon silence. Quand j'y repense,
Je crois que le plus terrible n'était pas la douleur. C'était de comprendre qu'il n'avait pas peur. Qu'il savait qu'aucune main adulte ne se lèverait jamais pour m'arracher à eux. Et qu'à 13 ans, j'étais déjà condamnée à vivre avec cette certitude. Mon corps a été le premier à dire « stop ». J'ai commencé à maigrir, sans même m'en rendre compte. Mes os saillaient sous ma robe. Mes joues se creusaient. À l'école, la maîtresse me posait des questions. Mais je baissais les yeux. Je n'avais plus de réponse. Seulement un grand vide qui me mangeait de l'intérieur. La nuit, je n'arrivais plus à dormir. Chaque bruit me faisait sursauter. J'avais l'impression qu'un jour, je n'arriverais plus à respirer du tout. Mes notes se sont mises à chuter. Les mots se mélangeaient sur le papier. Je ne voyais plus l'intérêt de faire semblant d'apprendre, alors que je n'étais plus qu'une ombre. Les autres enfants ne me parlaient plus. Ils disaient que j'étais bizarre, malade, un peu folle. Parfois, je restais des heures assise dans la cuisine, sans bouger. Je fixais la table comme si elle pouvait me donner des réponses. Ma mère passait derrière moi sans rien dire. Elle croyait peut-être que je faisais un caprice, ou qu'un jour je redeviendrais comme avant. Mais je savais que ce n'était plus possible. Il n'y avait plus de retour. Un matin, je me suis regardée dans la glace. Mes yeux étaient macernés, presque éteints. Et je me suis dit que, peut-être, c'était mieux ainsi. Si je disparaissais peu à peu, il finirait par me laisser tranquille. Ou oublier que j'existais encore. Je me souviens du moment où j'ai commencé à croire que tout était ma faute. Peut-être que si j'avais été plus sage, plus gentille, plus invisible encore, rien de tout cela ne serait arrivé. Chaque soir, je refaisais le fil des événements, cherchant le moment précis où j'aurais pu changer le cours des choses. Mais il n'y en avait pas. Juste un engrenage qui m'avait broyé sans que je comprenne comment. Je me disais que je devais être punie pour quelque chose, pour une faute que je ne savais pas nommer. Quand je croisais le regard de ma mère, je me sentais coupable de ne pas réussir à redevenir la petite fille qu'elle espérait retrouver. Je me demandais si un jour je saurais encore sourire, sans mentir. Si un jour je pourrais dire tout haut que je n'avais rien fait de mal. Certains soirs, je serrais mon oreiller contre ma bouche pour ne pas crier. Je croyais que si je gardais le silence assez longtemps, la honte finirait par s'endormir. Mais elle restait là, plantée dans mon ventre comme une pierre. Et je me sentais si seule que je n'osais même plus prier. Si vous encore écoutez cette histoire, dites-moi dans les commentaires si vous pensez que la honte peut vraiment disparaître un jour. Peut-être qu'en partageant nos mots, on se sent un peu moins seul. C'était un mardi pluvieux. L'air sentait l'humidité, le linge mal séché, et la tension que je portais depuis des mois collait à ma peau, comme une seconde couche. J'avais 12 minutes entre deux cours, alors je suis rentrée rapidement à la maison pour chercher un cahier. Je pensais être seule, mais en ouvrant la porte, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Le couloir était trop calme. Et Antoine m'attendait, adossé au mur, les bras croisés. J'ai tenté de faire demi-tour, mais il a attrapé mon bras avec une force que je ne lui connaissais pas. J'ai crié. Pour la première fois, j'ai crié vraiment. Il a serré plus fort. J'ai voulu me débattre, courir, mordre. Mais tout s'est mis à tourner. Le plafond, le plancher, sa voix. Tout se mélangeait. Puis plus rien. Un grand vide. Le silence. Le noir. Je me suis réveillée bien plus tard, à l'hôpital. La lumière des néons me brûlait les yeux. Une infirmière m'a demandé si je savais où j'étais. J'ai dit oui. Mais la vérité, c'est que je n'étais plus nulle part. Mon corps était là, mais quelque chose en moi avait disparu. Et je savais qu'il ne reviendrait plus jamais comme avant. Celui qui m'a aidé était mon père. Georges, quoi, n'avait jamais l'habitude de rentrer sans prévenir. Routier depuis 20 ans. Il partait parfois 3, 4 jours, et personne ne posait de questions. Mais ce jeudi-là, son patron l'avait renvoyé plus tôt à cause d'un souci mécanique. Il n'avait prévenu personne. Il pensait trouver la maison vide,
ou en ordre. Il a trouvé sa fille inconsciente dans le couloir, la tête contre le mur, les bras en croix, les yeux ouverts, mais absents. Il a d'abord cru à un malaise. Puis, il a vu la trace sur le poignet, les éraflures, le regard figé. Il a crié le nom de sa femme, puis celui de ses fils. Personne n'a répondu. Alors il a soulevé ce corps frêle, sans dire un mot, et a foncé à l'hôpital en silence, les mâchoires serrées, les poings blancs sur le volant. À l'hôpital, on lui a posé des questions. Beaucoup. Il a dit qu'il ne comprenait pas, qu'elle allait bien ce matin, qu'elle n'avait jamais dit un mot. Mais il avait ce regard d'homme qui sent que quelque chose lui a échappé et que c'est peut-être trop tard. Ce soir-là, il n'a pas dormi. Il est resté assis dans le salon, le manteau encore sur le dos, le regard vide. Et pour la première fois depuis des années, il n'a bu aucun verre de vin. Il savait que quelque chose était brisé. Mais il ne savait pas encore jusqu'à quel point. Les résultats sont tombés vite. Lésions anciennes, traces claires d'agressions répétées. Impossible de nier. Les médecins ont regardé mes parents comme on regarde des gens à qui on vient d'annoncer un tremblement de terre. Ma mère s'est effondrée. Mon père est resté debout, les yeux écarquillés, sans un mot. Il m'aimait. De ça, je n'ai jamais douté. Mais il n'avait rien vu. Ou plutôt, il n'avait jamais imaginé que le mal pouvait venir de si près. Ils ont commencé à se accuser l'un l'autre, à chercher des signes, à se demander comment ils avaient si pu rater ça. Mon père, rouge de rage, a frappé du poing sur la table. Il a dit qu'il ferait tout pour retrouver le monstre qui m'avait fait ça. Je jure devant Dieu, il va payer. Et sans attendre, il a appelé la police. C'est là que j'ai su que la vérité allait devoir sortir, ou tout emporter avec elle. Je suis restée à l'hôpital encore 3 nuits. 3 nuits de lumière blanche, de draps propres, de repas que je n'arrivais pas à avaler. Mais aussi 3 nuits sans peur, 3 nuits sans marche lente dans le couloir. Et même si mon ventre restait noué, je me suis dit, peut-être que tout n'est pas fini. Ils sont arrivés le lendemain matin. 2 policiers en civil, avec leur carnet et leur voix douce. Ils m'ont demandé si je savais qui m'avait fait ça. J'ai baissé les yeux. J'ai senti mes mains trembler, mon ventre se nouer. Et puis j'ai dit, un inconnu. 2 mots qui m'ont brûlé la gorge. Je savais que ce n'était pas la vérité. Mais je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas dire leur nom, pas encore. J'avais peur de ce qui arriverait si je le faisais. Peur qu'ils me traitent de menteuse. Peur de voir leur regard changer. Peur, surtout, de devoir revivre chaque seconde, à haute voix. Les policiers ont noté. Ils ont posé d'autres questions, mais je ne regardais plus personne. Ma mère pleurait en silence. Mon père serrait les poings. Il pensait que j'avais été agressée dans la rue. Et moi, je les laissais croire. Parce que la vérité me semblait encore plus dangereuse que le mensonge. Ce jour-là, je me suis rendu compte d'une chose. Ce n'est pas parce qu'on vous tend la main qu'on arrive à la prendre. J'ai appris tout ça bien plus tard. Pourquoi, pendant que je tentais de recoller mes morceaux, mon père, lui, cherchait la vérité? Il n'a jamais cru au monsieur inconnu. Il m'a toujours observé de loin, avec ce regard d'homme dur, mais pas idiot. Alors il a relu les examens, les horaires, les témoignages. Il a posé des questions à l'école. Et c'est une voisine, Madame Leroy, qui a tout fait basculer. Elle avait vu Antoine sortir de chez nous ce jour-là, mal coiffé, mal à l'aise, regard fuyant. Mon père est rentré chez nous, le cœur déjà en ruine. Il a rassemblé mes 2 frères et notre cousin Robert, les a fait s'asseoir et a dit calmement « Dites-moi ce que vous lui avez fait, maintenant. » Et c'est Robert, le cousin le plus jeune, qui a craqué. Il a parlé. De tout. Du couloir, des soirs, des silences. Ma mère a entendu. Elle est descendue, raide, comme un fantôme. Elle s'est assise, sans un mot. Mon père, lui, n'a pas crié. Il n'a pas pleuré. Il a pris ses clés, mis sa veste,
et est allé les dénoncer à la police, comme un homme qui sait qu'il vient de perdre tout ce qu'il croyait contrôler. Le procès a eu lieu quelques mois après. On m'a sorti de l'hôpital avec des lettres de psychologue et un dossier si épais qu'il semblait contenir toute ma douleur en papier. Je me souviens de la salle, du bois froid des bancs, de l'écho de ma voix dans le micro. Tout était grand, tout était lourd. Et moi, je voulais juste qu'on me laisse tranquille. On m'a demandé de raconter, encore, de revivre, encore. Je disais des mots que je ne comprenais même plus. Je me suis regardée comme si j'étais une étrangère. Je n'étais plus une enfant, ni une victime. J'étais un témoignage. Un corps qui prouvait. Une voix qu'on interrogeait. Quand elles sont entrées menotter, mes frères, j'ai senti mon estomac se retourner. Antoine me lança un regard vide. Joseph ne me regarda pas. Et Robert pleurait. Mais rien de tout cela n'a rien changé. Rien ne réparait ce qu'ils avaient barbe à briser. Quand le juge a lu la sentence, je n'ai rien ressenti. 12 ans pour Antoine, 12 ans pour Joseph, 6 ans de centre éducatif pour Robert, le cousin, parce qu'il avait parlé, parce qu'il était mineur. Je regardais les chiffres comme on regarde une liste d'achats. Ça ne me touchait pas. Quand le juge a lu la sentence, je n'ai rien ressenti. 12 ans pour Antoine, 12 ans pour Joseph, 6 ans de centre éducatif pour Robert, parce qu'il avait parlé, parce qu'il était mineur. Je regardais les chiffres comme on regarde une liste d'achats. Ça ne me touchait pas. On m'avait volé mon corps, mon enfance, mes silences. Et en échange, on leur donnait une date de sortie, une échéance. C'était ça, la justice? Un calendrier accroché au mur? Un jour, ils sortiraient. Moi, je ne sortirais jamais de ce qu'ils avaient laissé en moi. Les gens disaient que c'était une victoire, que c'était rare que la justice punisse dans ce genre d'affaires. Je souriais poliment, mais à l'intérieur, tout restait ouvert. Rien n'avait cicatrisé. J'étais une plaie qui devait apprendre à marcher, à vivre, à ne pas hurler. Je ne voulais pas qu'il souffre. Je voulais juste que ça n'ait jamais existé. Mais même la justice la plus juste ne peut pas remonter le temps. Ma mère ne disait plus grand-chose. Après le procès, elle s'est refermée comme une porte qu'on claque doucement. Elle continuait à faire le ménage, à préparer les repas. Mais c'était comme si elle n'était plus là. Son regard restait accroché à des souvenirs qu'elle ne partageait plus. Je voyais ses mains trembler quand elle mettait la table pour 2, au lieu de 5. Je l'entendais murmurer des prénoms dans son sommeil. Et je savais que dans sa tête, elle se demandait à quel moment elle avait échoué. Comment elle n'avait rien vu, rien empêché. Elle m'aimait, je le sentais. Mais elle les aimait aussi. Et ça, je ne pouvais pas lui en vouloir. C'était ça le plus dur. Elle pleurait pour eux. Et pour moi. Elle portait un deuil double, celui de ses fils vivants et celui de la fille brisée. Pendant un temps, j'ai cru qu'on n'allait jamais se retrouver. Mais je me suis dit, elle aussi, elle a été dévastée. D'une autre façon. Et même si on ne parlait plus autant, même si on ne pleurait jamais ensemble, son silence aussi était une forme de douleur. Quand je suis sortie dans la rue après le procès, les regards avaient changé. Les voisins ne disaient plus bonjour. Les commerçants chuchotaient. On me montrait du doigt, comme si j'avais inventé tout ça. Je n'étais plus une victime. J'étais l'histoire dont il ne fallait pas parler. Personne n'est venu frapper à notre porte. Personne n'a demandé si on allait bien. On nous a laissés seuls, comme si le mal venait de nous. Ce n'était pas ma mère qui me blessait. C'était l'indifférence du village. Pendant longtemps, j'ai cru que la honte m'était due. Mais non, c'était la leur. Ceux qui l'ont vue l'ont soupçonné et ont choisi de se taire. Ce jour-là, je me suis promis. Je ne les laisserai plus jamais me réduire au silence. Mon père est mort en août 1966, sur une route qu'il connaissait par cœur. Un camion, la pluie, un virage mal pris. Le téléphone a sonné un matin, et le monde a changé. Il était notre roc,
Et son absence a creusé un vide que rien ne remplira jamais. Mais dans ce vide, il y avait aussi une décision. Maman et moi, on a compris que rester à Limoges, c'était vivre au milieu de ruines. Tout nous rappelait ce qu'on avait perdu, ce qu'on avait subi. Et papa n'aurait jamais voulu ça pour nous. Alors on a fait nos valises. 2 sacs, quelques souvenirs et beaucoup de silence. On n'a pas fugué. On est parti pour survivre, pour respirer ailleurs, pour exister autrement. On a pris le train pour Tours, un matin gris. Et dans ce départ, il n'y avait pas de joie. Mais il y avait une promesse, celle de ne plus laisser le passé nous retenir prisonnières. Le premier mois à Tours, on n'avait qu'une pièce, un lit à partager et une fenêtre qui donnait sur un mur gris. C'était minuscule, mais c'était à nous. Pour la première fois, aucun bruit de pas menaçant, aucun regard pesant. Juste le silence. Et la fatigue. Maman a recommencé à coudre. Moi, je l'aidais avec les ourlets, les boutons, les fermetures éclairs. C'était peu, mais ça nous suffisait pour manger. Chaque centime était compté, chaque sourire, rare mais vrai. Il n'y avait pas de place pour les souvenirs, juste pour le jour qui venait. On ne parlait presque jamais de Limoges, comme si le silence pouvait recouvrir les souvenirs comme une couverture. Il y avait des nuits où je me réveillais en sueur, elle aussi. Mais on n'en disait rien. On se serrait la main dans le noir. Et on se rendormait. C'est dans ce petit espace, entre les fils et les aiguilles, que j'ai commencé à me recoudre de l'intérieur. Lentement. Un point à la fois. J'ai toujours aimé dessiner, même quand j'étais petite. Mais c'est à Tours, des années plus tard, que j'ai osé faire de l'art quelque chose de plus grand. J'ai passé un concours, presque sur un coup de tête, et j'ai été acceptée à la faculté des beaux-arts. Je n'en revenais pas. Les salles sentaient la peinture, le bois, la poussière d'idées. Je m'y sentais libre. Pas parce que j'oubliais, mais parce que je transformais. Chaque trait, chaque couleur, chaque toile était un morceau de ce que j'étais, ou de ce que je voulais devenir. Je peignais beaucoup de silhouettes sans visage, de jeunes filles enfermées dans des pièces trop petites, de mères sans voix. Les professeurs disaient là que c'était intense. Moi, je disais rien, je peignais. Et ça suffisait. C'est là, entre 2 esquisses, que j'ai commencé à respirer. Pas à vivre encore, mais à respirer autrement, sans peur. Il étudiait l'ingénierie, venait d'une famille connue à Tours, et portait toujours des chemises repassées. Jean. Il n'avait rien à voir avec moi. Trop poli, trop calme, trop propre. Je me disais, il n'aura jamais à comprendre quelqu'un comme moi. Il m'a parlé un jour, alors qu'on attendait nos cours dans le même couloir. Rien de spécial. Une remarque sur la pluie, un sourire discret. Mais ça m'a crispée, parce qu'il avait ce regard tranquille et que je ne savais plus quoi faire face à la gentillesse. Je l'évitais. Il s'approchait, lentement, comme si chaque geste était pesé pour ne pas m'effrayer. Il n'a jamais insisté, il m'a juste offert sa présence. Et un jour, j'ai accepté de m'asseoir à côté de lui, puis de marcher ensemble après les cours, puis de rire. Oui, j'ai ri, et j'ai eu peur, parce que dans son monde, je n'étais rien, et dans le mien, je ne savais même plus ce que j'étais. Mais Jean, il ne cherchait pas à m'emmener dans le sien. Il voulait juste m'accompagner là où j'étais. Et c'est ça qui m'a brisée. Doucement, pour mieux me reconstruire. On a pris notre temps. 2 ans de balades, de cafés partagés, de silence respecté. Jean n'a jamais posé de questions qui faisaient marmal. Il a simplement attendu que je sois prête. Et un jour, je l'ai été. Pas pour oublier, mais pour vivre avec. Sa famille. Je redoutais ce moment. Ils étaient élégants, discrets, pleins de gestes doux. Je suis arrivée dans leur salon avec les mains moites, le cœur en vrac.
Et pourtant, ils m'ont accueillie comme si j'avais toujours été là. Même maman, un peu perdue, a été reçue avec chaleur. Je les regardais rire, parler, partager un repas sans tension. Et j'avais du mal à y croire. C'était simple, vrai. Et pour la première fois, je ne me sentais pas de trop. Je n'étais pas un poids, pas un secret à cacher. J'étais juste... moi. Le jour où Jean m'a demandé en mariage, je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai pleuré. Puis j'ai dit oui. Parce que parfois, le bonheur arrive sans faire de bruit, et qu'il faut beaucoup de courage pour le laisser entrer. Notre mariage n'était pas extravagant, mais il avait du charme. Une vieille église en pierre, des fleurs blanches partout, et une salle chaleureuse pour la réception. Les amis de Jean, sa famille, mes professeurs, tout le monde souriait. Moi, je tremblais. Mais c'était de joie. 1 an plus tard, les jumeaux sont arrivés. Un garçon, une fille. Jean pleurait plus que moi à la maternité. 3 ans plus tard, notre petite dernière est née. Une tempête douce, cet enfant. Avec elle, j'ai compris ce que c'était, vraiment, être mère sans peur. Mes beaux-parents étaient aux anges. Ma mère, elle riait à nouveau. Un rire véritable. Elle vivait désormais dans une petite maison près de la nôtre. Simple, mais chaleureuse. Et pour la première fois, j'ai vu de la légèreté en elle. Notre maison, elle aussi, respirait la paix. Un petit jardin, des livres, de la peinture et des photos d'enfance. J'y avais enfin planté mes racines. Et à chaque rire des enfants, j'entendais un écho du passé, mais sans douleur. C'était un matin comme les autres. Je feuilletais le journal en buvant mon café quand je suis tombée sur un nom. Antoine. Il avait été tué par le père d'une jeune fille qu'il avait tenté d'agresser. Je suis restée figée, mais rien ne bougeait en moi. Juste un vieux vertige. Quelques pages plus loin, une photo en noir et blanc. Joseph. Il portait une soutane. Le journal disait qu'il était devenu prêtre après avoir rejoint un programme de réinsertion. Il apparaissait dans une action sociale, entouré d'enfants. Je n'ai rien ressenti. Rien sauf un soupir. De soulagement, peut-être. Je n'ai jamais eu envie de les revoir. Je n'ai pas prié pour eux. Mais j'ai remercié Dieu d'avoir mis chacun à sa place. Même sans justice parfaite, il y avait une forme d'équilibre que je ne comprenais pas encore, mais que j'acceptais. J'ai replié le journal et j'ai regardé mes enfants jouer dans le jardin. Le monde tournait encore. Et moi, j'étais vivante. C'était tout ce que je voulais. C'est arrivé un mercredi. J'exposais quelques toiles dans une petite galerie de Tours. Rien d'extraordinaire. Juste un espace tranquille où je laissais mes souvenirs s'exprimer en couleurs. Une employée m'a tendu une enveloppe. « C'est pour vous. Il l'a laissée ce matin. » L'écriture m'a glacée, droite, soignée, trop familière. À l'intérieur, une lettre. Robert, mon cousin. Il écrivait qu'il avait honte, qu'il y pensait chaque nuit, qu'il ne demandait rien, sauf peut-être un peu de paix. Si un jour tu peux me pardonner, je comprendrai si tu ne veux jamais me répondre. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai juste relu, 3 fois. Puis j'ai pris une feuille blanche. J'ai écrit « Je te pardonne. Mais je ne veux aucun contact. Mes enfants ne sauront jamais que j'ai eu des frères. » C'était court, sec, mais vrai. J'ai posté la réponse le lendemain. Et ce soir-là, j'ai dormi. D'un vrai sommeil. Le premier, peut-être, depuis des années. 2 semaines plus tard, une autre lettre est arrivée. Robert encore. Il n'attendait plus de réponse, mais voulait me montrer ce qu'il était devenu. Des photos tombèrent de l'enveloppe. Lui, souriant devant une boulangerie. Une femme à ses côtés. 2 enfants. Une rue tranquille. Il parlait de ses regrets
de sa foi retrouvée, de sa tentative de réparer ce qu'il pouvait. C'était écrit sans grandiloquence, juste, humain. Mais je n'ai rien ressenti. Pas de colère, pas d'émotion, juste une distance immense. J'ai conservé la lettre dans une boîte à chaussures, avec d'autres objets que j'ai choisi de ne plus toucher. Je ne l'ai pas déchirée, je ne l'ai pas brûlée. Je l'ai simplement conservée. Il y a des souvenirs qu'on ne veut pas effacer, mais on ne veut pas non plus les laisser à la vue de tous. Et je n'ai jamais répondu. Il n'a jamais répondu. C'était mieux ainsi. Aujourd'hui, mes enfants sont adultes. Ils ont leur famille, leur choix, leur silence. Mes petits-enfants courent dans le jardin, et parfois, je m'assois simplement pour les regarder. Il y a encore des jours où la mémoire frappe. Mais elle n'ouvre plus les mêmes blessures. Je n'ai jamais cherché à être héroïne, ni à être forte. J'ai juste voulu continuer, bâtir quelque chose de beau avec les miettes qu'on m'avait laissées. Et Dieu sait, j'y suis arrivée, pas sans cicatrices, mais avec foi. Ce que j'ai vécu ne s'efface pas. Ce qu'ils m'ont volé ne reviendra jamais. Mais ce que j'ai construit, personne ne pourra me le reprendre. Cette paix-là, même discrète, même fragile, est la mienne. Et si je parle aujourd'hui, à 73 ans, ce n'est pas pour moi. C'est pour celle qui m'écoute peut-être, en silence. Celle qui pense qu'elle est seule. Celle qui croit que c'est fini. Je veux qu'elle sache. Non, ce n'est pas fini. Pas tant qu'on respire.